Ravi de vous accueillir à cette journée d'échange d'informations sur les réseaux de chaleur petits et grands qui peuvent intéresser vos communes. Vous êtes des élus, un réseau de chaleur pour des bâtiments publics, pour des mairies, pour chauffer une médiathèque, une école, voire des lotissements ou des habitations privées. C'est complètement possible et on va en parler dans quelques instants. C'est possible en plus à des coûts maîtrisé. Alors durant cette matinée, on aura même des retours d'expérience de personnes qui ont installé des réseaux de chaleur chez eux. Comment ça s'est passé, difficultés, avantages, on y reviendra dans quelques instants. Je voudrais avant cela que Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, nous rejoigne. Si j'ai souhaité qu'on puisse mener ce temps d'échange ensemble, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais vu des expériences intéressantes sur le territoire. On avait vu une expérience entre la CIBAR, je salue l'ancien directeur de la CIBAR ici présent, et SIAT et une entreprise alsacienne de Berche. On avait vu ensemble qu'on pouvait chauffer 1000 logements à la méno avec un coût énergétique qui faisait baisser de presque 30% le coût par rapport à un coût classique. Une entreprise SIAT qui est à la pointe sur cette technologie et c'est dommage de ne pas travailler ensemble pour développer encore cette filière. Voilà, vous évoquez la méno, hein, donc ça c'était effectivement un énorme réseau. On l'avait couvert, on s'en était intéressé évidemment. Aujourd'hui on parle aussi de petits réseaux de chaleur. Hein. Quand vous dites dans la forêt, etc., ça s'adresse à une mairie, quelques logements, etc. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'avais été impressionné par ce projet parce qu'il était avec une grosse taille, mais effectivement, on peut très bien imaginer de faire des choses beaucoup plus réduites avec la même pertinence. Et je me rends compte, en tant qu'ancien maire, que je n'avais pas forcément, moi, l'expertise pour conduire des projets de ce type-là. Et donc, à travers cet échange, c'était aussi de montrer alors des expériences. Il y a plusieurs maires ici présents qui ont des expériences qui ont fait leurs preuves et qui peuvent du coup témoigner. Donc, on voulait avoir un échange très concret pour des opérations qui ont fonctionné et qui peuvent inspirer. Et ensuite, l'enjeu, c'est de donner de l'ingénierie aux communes modestes pour qu'elles puissent faire ça et puis pour qu'elles puissent garder la main. Des aides peuvent être cumulées. Il y a des aides de la région, le département au titre des contrats d'attractivité peut aussi accompagner les communes qui pourraient être dans ce niveau de projet. Donc il y a des opportunités aujourd'hui financières qui peuvent être saisies également. Et puis on a bien évidemment on a conscience qu'on est aujourd'hui dans une période de transition climatique, transition énergétique également. Comment nous, élus locaux, on en prend la mesure. C'est aussi ça l'enjeu. Alors je vais revenir juste rapidement un peu sur l'histoire. Effectivement, en 2008, on a acquis la grosse propriété de 1,5 hectares au plein cœur du village, qui était le couvent. Et il y avait d'énormes bâtiments dedans. Et donc du coup, j'ai profité de regrouper tous les bâtiments communaux et, sur ce site. Bien sûr en partenariat avec la CIBAR qui a pris une grande partie pour en faire des logements, 21 logements pour personnes âgées. Nous-mêmes, nous avons mis l'école primaire, l'école maternelle, la bibliothèque, les ateliers, la mairie, la maison des associations. Et à côté de ça, on avait aussi un château, donc c'était l'origine, en fin de compte, du couvent, Château Simonis, où il y a aujourd'hui des logements privés. Il y a aussi un cabinet médical dedans, un kiné. On a aussi le périscolaire et la petite enfance. Et tout ça, aujourd'hui, c'est chauffé au granulé. Avant, on avait dans tous les bâtiments, on avait 4-5 chaudières au fioul, plus des bâtiments électriques. C'était pour nous un gouffre, pécuniairement. Alors aujourd'hui, on a effectivement un bilan très positif parce qu'on a effectivement regroupé avec la CIBAR, on a fait une grosse chaudière collective. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, personnellement, je fais aujourd'hui plus de 40% d'économie d'énergie par rapport à ce que j'avais avant, ce qui est énorme pour nous aujourd'hui, pour la commune. Voilà, donc c'est très important et on a un système qui fonctionne. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai trouvé les entreprises qui savent faire et là, franchement, les maires, aller vers les bonnes entreprises, je vais tout simplement les citer, c'est à travers Est Ménager que j'ai trouvé effectivement les bonnes personnes qui savent faire, qui savent donner un bon diagnostic,
qui savent analyser les choses, qui savent analyser les besoins. Et ça, c'est ce qu'il nous faut absolument. Donnez-nous votre retour d'expérience sur la médiathèque, sur la façon dont on s'est chauffé. Est-ce que vous êtes satisfait? Écoutez, nous sommes satisfaits. La médiathèque a fêté son 5e anniversaire vendredi, le vendredi 13, puisqu'elle a été inaugurée en 2014. Nous avions donc décidé de mettre un chauffage bois pellet et nous sommes très satisfaits. Un petit mot sur l'installation mixte, puisque on nous dit que c'est un petit peu l'avenir. Vous partagez cette idée? Écoutez, je partage tout à fait cette idée, comme d'ailleurs mes collègues maires, puisque au sein de notre pôle d'équilibre territorial et rural, nous allons travailler sur la transition énergétique. Et aujourd'hui, comme disait d'ailleurs le président du conseil départemental, il faut faire feu de tout bois, c'est-à-dire bien sûr le bois, mais aussi le solaire. On pense faire une économie entre, disons 20 et 30%. Quand même. Oui. À chaque fois, on retombe sur ces chiffres. Alors on va dire 20%, vaut mieux toujours être pessimiste. D'accord, Voilà. mais 20%, Mais 20%, c'est déjà un beau chiffre. On est content quand on a la facture fait. comme ça. Avec du recul et avec la filière bois, parce que là, on est évidemment au cœur. Est-ce que, pour vous, ancien député, maire de Viche, est-ce que c'est la solution adaptée presque dans cette économie circulaire entre le bois et l'Alsace? Ah ben, j'en suis totalement persuadé. Et puisque vous parlez de la filière bois, je veux quand même insister sur le fait que la communauté de communes de la Bruche, dont le président est Pierre Grandadam, est en train de faire une étude sur la filière bois. Et au sein de notre PETR, dans les compétences dans le projet de territoire, nous allons aussi inscrire un projet sur la filière bois. Et je crois que c'est capital. L'installation d'un réseau de chaleur, c'est quelque chose de relativement simple, puisque à la base, la chose la plus importante, c'est avec un bon bureau d'études de déterminer le besoin énergétique des bâtiments en fonction de leur isolation. Ensuite, c'est quoi? C'est une chaufferie, de préférence sur un seul site, des tuyaux, des bons tuyaux, de bonne nature, de bonne isolation, enterrés dans le sol ou en aérien, en fonction de ce qui est possible, et tout simplement une cascade de chaudière. Comment est-ce qu'on fait pour que le dernier soit aussi bien chauffé que le premier? C'est toujours un relevé d'informations. C'est des sondes dans les bâtiments pour savoir ce que chaque bâtiment a besoin et on ramène les informations. Alors on a l'exemple d'un réseau de chaleur qui est de Viche par exemple. La chaufferie est là. Ok, voilà, La chaufferie est là. Là, il y a 51 logements. Donc bien évidemment, les 51 logements, ils n'ont pas besoin du même besoin au même moment que par exemple le hall de sport ou alors le bowling, la partie restaurant. Depuis la chaufferie, on va tout simplement laisser partir la quantité d'énergie dont on a besoin. Et quand on parle de cascade de chaudière, pourquoi est-ce qu'on parle de cascade de chaudière? Parce qu'au mois de septembre, quand on va allumer le chauffage, on aura peut-être 15 degrés. On aura besoin d'un peu de puissance. Et au mois d'octobre, on va peut-être chuter en température, on aura besoin de plus de puissance. Donc le fait de faire une cascade de chaudière, on peut moduler depuis un tiers ou un quart ou un cinquième de la puissance totale. La durée de vie d'un réseau de chaleur, c'est à peu près 50 ans. Chaufferie et réseau de chaleur. Une chaufferie, elle est à vie, hein. Mais ce qui est dans la chaufferie, les chaudières bois ont une durée de vie de 30 à 40 ans. Bien évidemment, quand elles sont entretenues correctement. Une fois par an, il faut faire un passage d'un technicien confirmé pour faire une analyse de combustion, ce qui est obligatoire. On a tout simplement formé un employé communal à un dépoussiérage. Une chaudière à bois, une chaudière à granules de bois, c'est juste un dépoussiérage. C'est vider les cendres. Et il y a un élu qui est venu me voir avant, qui est en train de se faire installer une chaudière. Et bien évidemment, il est inquiet. Comment je vais faire avec les cendres? Aujourd'hui, on a une technologie quand même qui est avancée. On a tout simplement une notification sur un téléphone portable ou sur un ordinateur en mairie qui dit prochainement, il faudra vider les cendres. Quel est le prix des différentes sources d'énergie? Comment ils se comparent et comment on peut penser qu'elles évolueront dans le futur? Vous avez ici une analyse sur le long terme, sur 35 années. Et donc, ça revient à la durée de vie d'une chaudière, comme le disait Joseph. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le coût de la thermie utile donc, pour différentes sources d'énergie. Vous avez en rose, en haut, c'est le coût de la thermie pour l'électricité. C'est tout à fait comparable
avec les autres énergies. Ce que vous voyez, c'est que l'électricité, pendant longtemps, était relativement stable et on s'attend encore à ce que l'électricité reste stable. En fait, elle a commencé à monter et on peut s'attendre dans le futur à ce qu'elle monte encore plus fortement. Voilà, et les granulés arrivent en vrac que dans les années 2006-2007. Effectivement, c'est une industrie qui est relativement jeune. On a démarré plus tard que les Autrichiens, les Allemands ou les Scandinaves. Et le vrai départ se situe dans les années 2005 à 2010. Voilà, on rappelle ça, c'est une source INSEE. Oui, il faut que je flèche ça, c'est pas une source SIAT. Hein. Ah non, non, c'est pas une source SIAT. Voilà. Non. Non, mais c'est important. Ni une source faite par l'industrie, la filière bois. C'est vraiment fait par l'INSEE et l'INSEE le fait avec les données qu'elle arrive à répertorier des différentes sources d'énergie, le fait pour différentes configurations, en fonction de la taille, de l'usage, des utilisations. Ça, c'est le cas c'est la source Pégase de l'INSEE pour un particulier qui l'utilise pendant toute l'année. Mais c'est de vraies données et je pourrais même dire, je ne veux pas être méchant, mais on ne va pas plus loin que novembre 2018, tout simplement parce que l'électricité freine au maximum ce type de schéma, parce que justement le message c'est que le coût de l'électricité monte et on voit bien que le granulé, en fait, il y a des hauts et des bas, mais c'est lissé par trimestre et vous voyez que c'est relativement stable, c'est lié au prix de la matière première, le bois en forêt, puis l'assure. Il y a toujours un avantage de prix en fonction du volume qu'on consomme par an. Donc, plus on consomme, plus on aura un avantage. Mais je dirais qu'il y a aussi une bonne nouvelle là pour toutes les installations, notamment des municipalités. C'est que comme pour le fioul et le gaz, maintenant il existe un indice d'évolution du prix du bois qui est fait par l'INSEE, qui est en fait cet indice. Et il y a la possibilité d'avoir des contrats pluriannuels indexés sur l'évolution de la ressource. Et c'est un gros avantage parce que ça évite le phénomène de yo-yo quand il y a une brusque montée, une brusque baisse de la température. Sur le long terme, je dirais qu'il y a aucun problème, tout simplement parce que la ressource bois, on est loin de l'utiliser au total. Et je dirais juste dans le cas de cette unité, on produit 120 000 tonnes de granulés par an. L'Alsace en consomme un peu moins de la moitié. Ce qui fait qu'on fournit encore aujourd'hui, on livre à Lille, on livre en région parisienne, on livre à Lyon. Et on serait ravis de pouvoir réduire les coûts de transport et progressivement de servir la région. Le granulé, ça doit être un circuit court, un circuit local. Il est sûr que s'il y a un hiver brusque, tout dépend, est-ce qu'il y a les stocks chez les producteurs ou chez les distributeurs, est-ce qu'il y a les stocks suffisants? Et là, ici, je peux vraiment vous rassurer, on est un producteur qui a investi dans de grosses capacités de stockage, ce que bien des Allemands, bien des Belges ont été incapables de faire. Il y a deux choses qui sont particulièrement importantes quand vous allez acheter votre granulé. La première chose, c'est finalement le pouvoir calorifique du granulé. C'est d'ailleurs vrai pour tous les combustibles. L'objectif, c'est d'avoir un combustible qui nous permet d'avoir le meilleur rendement possible. Et donc là, en fait, par rapport au granulé, ce qui est important de regarder, c'est la composition. Et les essences qui ont le meilleur pouvoir calorifique, c'est les résineux. Donc l'épicéa, le sapin, le Douglas, pour les citer. Donc là, vous êtes sur un granulé avec du résineux qui va être avec un très bon rendement. Si maintenant vous rajoutez du feuillu dur, en soi, ça ne va pas forcément beaucoup bouleverser les choses. Quand je dis feuillu dur, c'est par exemple le chêne.
Voilà. Après, c'est un peu plus problématique dès lors qu'on rajouterait en fait du feuillu qui est plus tendre. Je pense au bouleau par exemple, qui on le connaît tous, hein, on le sait, c'est pas non plus quelque chose qu'on va utiliser dans un poêle à bois bûche. C'est pas le meilleur rendement possible pour se chauffer. Donc c'est quoi les critères à prendre en compte quand on achète ces granulés? Voilà, le premier, ça va être finalement comment est-ce qu'il est composé. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir une idée sur sa fabrication. On sait aussi qu'un granulé où la sciure va être séchée lentement à basse température va avoir un meilleur pouvoir calorifique que s'il est séché très rapidement à très forte température. Donc voilà, ça donne des indications. Ici, par exemple, le process de fabrication permet d'avoir vraiment une chaleur résiduelle à basse température qui permet au granulé d'obtenir petit à petit un meilleur rendement aussi parce qu'il va être séché lentement. Il faut savoir qu'au niveau français, il n'y a pas de déforestation. On a la forêt qui continue à progresser et on a des forestiers qui font attention à ce que ça continue à se renouveler aussi en forêt. Donc déjà, c'est le premier point. En plus de ça, le granulé, on ne va pas couper des belles grumes de bois qui ont un autre usage, hein. On va plutôt l'utiliser pour faire de la charpente, de la construction. On va utiliser en fait des chutes de bois ou alors des petits bois en fait en forêt qu'on va couper pour laisser de la place aux arbres pour pousser. Et c'est ça qu'on va utiliser vraiment principalement des chutes. Ici, par exemple, on est sur un système qui est particulièrement intégré avec le fait d'utiliser des chutes de la première transformation, donc là, ce qu'on appelle, nous, les connexes, pour fabriquer du granulé. Et au niveau écologique et économique, c'est certainement ce qu'il y a de plus intéressant, en fait. Alors, juste, je me permets aussi, je rebondis par rapport à ce que disait Michel, on parle de la qualité du granulé depuis tout à l'heure. C'est aussi tout un raisonnement global, et on le disait bien, les différents intervenants avant moi l'ont dit, c'est qu'il faut qu'on ait un bon granulé, mais dans une bonne installation qui est bien montée, qui est bien entretenue. Et c'est dans cet objectif-là qu'on avait lancé Alsace Granulé, avec notamment Michel, Joseph ou encore l'entreprise Vogel qui est là aussi, mais aussi plein d'autres professionnels qui sont là pour vous aider sur tout le territoire et qui sont des distributeurs, des personnes pour faire l'entretien, des bureaux d'études, voilà. Donc c'est vraiment aussi très important de passer par des bons professionnels et j'insiste aussi là-dessus. Alors la région Grand Est et l'ADEME participent via le programme Climaction, qui est un programme pour la transition énergétique, et donc participe au financement des chaufferies bois, granulés en particulier. Climaction, c'est 19 millions d'euros sur le budget du Conseil régional en 2019. La participation et les subventions possibles portent sur, pour les communes telles que les vôtres, on est sur un taux de financement de participation entre 40 et 50% de l'investissement. Donc l'investissement, ça veut dire la chaudière, bien sûr, ses accessoires, mais aussi le conduit de fumée, également le silo, et bien sûr, dans le cas du réseau de chaleur, le réseau de chaleur est également pris en compte. Les études de faisabilité sont également subventionnées par ce programme Climaction et sont subventionnées à hauteur de 70%. Ce qui est quand même plutôt intéressant. Ah oui, tout à fait. Concrètement, il faut s'adresser aux chargés de mission de Climaction. Donc moi, par exemple, je suis, comme ça a été dit, à la maison de la région de Célestat. Le Grand Est est maillé par 12 maisons de la région. Il y en a 4 en Alsace. Simplement, il faut aller sur le site Climaction. Donc il y a un site Climaction qui existe. Vous rentrez le nom de la commune, le projet que vous voulez mener, et avec quelques clics, on vous sort le nom de la personne référente et ses coordonnées. Le bois énergie est un dispositif qui fonctionne bien. J'ai sur mon territoire déjà accompagné et soutenu plus d'une trentaine de projets en 2019. Donc c'est effectivement, et toutes les communes, tous les retours, comme ça a été dit, les retours sont plus que positifs en termes de fonctionnement, mais aussi, bien sûr, en termes de réduction des coûts énergétiques. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui des montages privés, j'entends par privé les mairies et les médiathèques, et privés des habitations et publics comme les médiathèques? Tout à fait, on peut faire des systèmes assez complexes. Ceci étant, la chose la plus importante pour tous ces montages, c'est de bien savoir de quoi on parle et, comme le disait le président, de garder la main. Donc pour savoir de quoi on parle, il faut vraiment investir du temps
et des moyens dans les études préalables. Il faut éviter d'avoir un projet qui part et qui ensuite est remis en cause et réadapté. C'est l'histoire du silo de Alain qui est trop petit. Si ces choses sont bien réfléchies au départ, on arrive à des situations qui sont correctes et qui fonctionnent bien. Il y a énormément de techniques dans un réseau de chaleur, jusqu'au dernier radiateur, et c'est souvent oublié. Et en fait, c'est l'affaire qu'a vécu le collègue Maxime. Il a fait confiance en partant en disant « c'est facile de chauffer à partir d'une unité centrale et mon école et ma salle de la mairie ». En fait, c'est facile en apparence, mais derrière cela, il y a quand même des choses à savoir, des choses à mettre au point au niveau technique. Joseph a parlé d'équilibrage, c'est aussi le dimensionnement, c'est les questions de pression, c'est les questions de débit, enfin beaucoup de techniques qui doivent être bien maîtrisées, et quand elles sont bien maîtrisées, on a des résultats qui sont extraordinaires et très efficaces. Après cela, il ne faut pas oublier d'aborder toujours ces questions entre les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement. L'investissement est souvent parfaitement maîtrisé. On a des gens qui nous aident énormément. C'est l'exposé qu'a fait Yves tout à l'heure, avec des taux de subvention qui sont intéressants. Mais le fonctionnement est souvent négligé. Or, le fonctionnement, il faut aussi le discuter en amont. Et justement, c'est là qu'il faut être novateur et aller dans des formules que tu indiques, de type associé, du privé et du public. Quand on fait une installation sur une commune, il est tout à fait possible de chauffer encore un bâtiment public. C'est ce qu'a fait Maxime, c'est ce qui a été fait par ailleurs. Et en fait, d'arriver par des actions complémentaires à utiliser l'ensemble de l'installation au mieux possible. C'est le projet de chez Alain où, sur un même site, on chauffe de l'habitat, on chauffe des activités culturelles et sportives, et on fait en sorte que ce soit gagnant-gagnant pour chacun. Il faut vraiment réfléchir en amont, faire en sorte de prendre les contacts nécessaires avec les personnes qui œuvrent là-dedans, en toute transparence, pour avoir tous les éléments à sa possession, pour aider à une décision et prendre la meilleure décision au meilleur moment et avoir un équipement durable et fiable sur une longue durée. Et cet avantage concurrentiel qu'on a par rapport à nos amis allemands, qui payent un coût de l'énergie beaucoup plus élevé, si on le perd, c'est des éléments d'attractivité en moins pour notre territoire, et notamment pour l'attractivité des entreprises et pour faire venir des entreprises sur notre territoire. Aujourd'hui, on a gardé en Alsace un terroir industriel fort, grâce notamment à cela. Donc on a cet enjeu-là. Alors là, on a surtout évoqué l'enjeu de réseaux de chaleur pour les habitants, de réseaux de chaleur pour les équipements publics, mais les réseaux de chaleur peuvent aussi être utiles pour les zones d'activité économique. Et je pense que les maires qui ont une zone d'activité, les communes parfois plus importantes, il faut qu'elles réfléchissent aussi à cela, parce que garantir un coût énergétique à prix adapté pour le développement économique, ça m'apparaît fondamental. Et moi, ce que je crains par rapport à ce que Michel montrait tout à l'heure sur les coûts énergétiques des énergies fossiles, mais aussi l'énergie électrique, c'est que regarde à la fermeture du nucléaire, le coût énergétique et les besoins en électricité, avec le moteur électrique, etc., que les prix explosent. Je pense que le développement économique de nos territoires de montagne, ruraux, il a un vrai potentiel d'avenir. Et donc, coût énergétique, qualité de l'air, qualité de l'eau, ce seront des atouts majeurs pour renforcer la dynamique économique de nos territoires qui étaient parfois un peu en retrait par rapport à la métropole, par exemple. Si les maires ici présents ont un projet de réseau collectif, ils peuvent avoir des aides du conseil départemental, et vous souhaitez même que chaque canton s'investisse aujourd'hui dans les projets pilotes de mini-réseaux de chaleur. Voilà, il faut travailler en meute, il faut avancer ensemble. Comme je disais tout à l'heure, on va faire feu de tout bois, c'est-à-dire que il y a les aides de la région, et je m'en réjouis, parce qu'elles sont très importantes. Exactement. Les maires savent qu'il y a aujourd'hui les contrats d'attractivité, contrats départementaux, aussi avec le département, où ce choix de réseau de chaleur peut être aussi accompagné. Donc on est là dans une situation idéale pour investir.
tu avais raison de dire que l'investissement doit tenir compte des coûts de fonctionnement, derrière. Nous réfléchissons à différents types de réseaux de chaleur. Il peut y avoir un réseau de chaleur porté complètement par la commune, mais là, par exemple, où il y a des collèges, on peut très bien imaginer, on l'a fait à Brumat, on est en train de le réfléchir à Schirmeck, mais on peut le réfléchir ailleurs, c'est faire un réseau de chaleur à partir du collège, en lien avec la commune, mais qui peut du coup desservir en proximité les équipements publics, salles de sport, mais aussi des équipements de logement ou des zones d'activité. Donc on peut co-construire ensemble des projets. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux, vous le savez, les collègues maires le savent, je le dis souvent, c'est dans la co-construction aussi sur des réseaux de chaleur intelligents qu'on pourra déployer et faire répondre aux enjeux de nos concitoyens et du secteur économique. Ce qu'on va faire avec la CIBAR à Viche, c'est un exemple de ce type où en fait on a notre opérateur de logement du département, la CIBAR, qui réalise, mais qui le fait en lien, en bonne intelligence avec les besoins de la commune.